Bonjour, c'est Smartful, ça me fait plaisir de vous voir et aujourd'hui je vais vous parler du transpiler. Qu'est-ce que c'est? On va apprendre qu'est-ce que c'est. Alors en quoi c'est utile de savoir déjà ce qu'est un transpiler? Parce que vous allez me dire, voilà, c'est bien les notions d'informatique, j'ai pas besoin de tout comprendre. Moi ce que je veux c'est faire ce qui est essentiel dans mon métier. Alors le transpiler, pour faire simple, c'est Babel. Donc sur des projets de JavaScript, on voit souvent qu'il y a Babel, mais c'est vrai que généralement ça va être le lead front, le tech lead ou le CTO qui va s'occuper de ça. Mais ça, c'est pas dans toutes les entreprises, dans toutes les équipes, dans certaines entreprises. En tant que développeur front, on vous donnera un projet totalement fait où le lead front vous dira peut-être, tiens, est-ce que tu peux pas aller configurer le Webpack ou le Babel ou autre. Et donc si vous ne savez pas ce que c'est, bah, étant donné que ça fait quand même partie de votre métier, bah, ce sera embêtant. Donc c'est important, même si on est peu amené, et dans certaines équipes, moi personnellement, j'ai jamais été amené à faire ça, mais je dois quand même m'y intéresser parce que je peux être amené à m'intéresser au transpilateur, à la configuration d'un Webpack ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on va pas voir Webpack ou autre, hein, Vite, cela. J'ai déjà fait une vidéo sur Vite, je vous invite à la regarder, ce sera certainement voilà, en vignette. Donc on va uniquement s'intéresser au transpiler, donc c'est ce que fait Babel, hein. Un outil à la fois, comme ça on sera clair et efficace. Pour comprendre donc ce qu'est un transpiler, il faut comprendre déjà ce qu'est un compilateur. Alors étant donné que vous avez certainement une appétence pour l'informatique, vous savez très certainement déjà ce qu'est un compilateur, donc je vais être rapide, mais on ne sait jamais pour les personnes qui ne le sauraient pas. En gros, quand on écrit un code, donc que ce soit en langage C ou dans n'importe quel autre langage, la machine n'est pas capable de lire ce code. Donc en fait, on a ce qu'on appelle un compilateur qui va traduire ce code en code machine. Bon. Pour Java, donc, et pour aussi tous les codes qui utilisent en fait une machine virtuelle, c'est un peu particulier. En fait, Java va se compiler en un code qui s'appelle bitcode, ou autres langages qui utilisent en fait une machine virtuelle vont utiliser en fait donc un bitcode. Et ce bitcode va tourner sur une machine qui va après le transformer en code machine. À quoi ça sert? Bah, imaginez, enfin, surtout dans les années 90, on avait Linux, Mac, Windows, et c'était embêtant, il n'y avait pas Internet. Et donc le fait d'avoir un code en C, bah, on devait, voilà, on compilait pas tout. C'était plus simple de donner le programme, donc l'exécutable, et le code machine ne fonctionnait que sur des machines particulières. Donc que sur Windows par exemple. Et le code sur Windows ne fonctionnait pas sur Linux ou sur Mac. Donc pour que le code entre guillemets machine puisse fonctionner partout, on a eu l'idée en fait d'inventer Java. Et en fait ce qu'on distribue c'est pas Java, c'est le bitcode, et il y a un logiciel qui est particulier à chaque machine qui va traduire le bitcode, donc justement il va le compiler en code machine pour chacune des machines. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je voulais simplement être un peu exhaustif dans l'explication de ce qu'est un compilateur, que vous compreniez un peu aussi. Bon, j'ai fait aussi une vidéo sur la différence entre Java et JavaScript, que peut-être je remettrai aussi là en vignette. Ouais, je crois que c'est ici, en haut à droite. Et voilà, donc maintenant on va sur le cœur du sujet, ce qui est un transpilateur. Un transpilateur, donc c'est comme un compilateur, sauf qu'on va pas écrire, la cible, c'est pas du code machine, hein, comme on le voit là, c'est soit du bitcode, soit du code machine. Là, le but, c'est un autre langage. Voilà, c'est d'un langage à un autre. Alors, à quoi ça sert? Par exemple, quand on écrit en Python, vu que Python, c'est un langage, comme on va le voir ici, qui consomme beaucoup d'énergie. Hein, alors c'est Perl qui en consomme le plus, mais voilà, il y a des langages qui vont consommer à programme égal plus d'énergie que d'autres. Donc Python demande plus de ressources, il demande plus d'énergie, il va prendre plus de temps. Pour faire en sorte qu'il soit plus efficace et qu'il soit moins énergivore, en fait, on va transpiler des parties de Python en langage C. Ce qui fait que le développeur va écrire en fait du code Python, mais à la fin, ça va être du C. Et donc le programme va s'exécuter beaucoup plus vite. Ce ne sera pas du Python qui sera exécuté. Donc voilà à quoi peut être utile du transpiler. Alors c'est compliqué dans le cadre du Python parce que c'est un langage interprété, donc il n'y a pas de compilateurs qui vont transformer Python en code machine. Il va être interprété. Et le C, donc c'est un code compilé, donc bon, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais voilà, je sais qu'il y a des choses comme ça qui existent pour rendre Python plus véloce.
Le cas que nous, on va rencontrer plus souvent en tant que développeur front, c'est principalement, ou développeur web, hein, tout simplement, je ne veux pas forcément me définir comme pur front, parce que entre du front et du back, en fait, les frontières peuvent être un peu floues. Donc voilà, on a du TypeScript, on veut écrire en TypeScript pour avoir un code qui est typé, qui respecte certaines contraintes, avoir accès à un système de classe plus évolué, par exemple. In fine, en fait, c'est du JavaScript qui fonctionne sur les navigateurs, et donc on est obligé de le transpiler. On passe de TypeScript à du JavaScript. Pareil avec Dart. Dart, c'est ce qui est utilisé pour Flutter, qui a été donc créé par Google. Et le cas qui va nous intéresser, le cas le plus commun et le cas qui est généralement utilisé, qu'on voit généralement en entreprise, c'est celui en fait de passer en fait d'une version moderne de JavaScript, c'est-à-dire qu'on veut écrire avec du JavaScript moderne. Donc la dernière version de JavaScript, c'est l'ECMAScript 2022, qui a été faite en 2022. Sauf que voilà, ça c'est uniquement disponible sur les navigateurs les plus récents, et on sait très bien que les utilisateurs finaux, des fois, utilisent des vieux navigateurs. Donc on veut faire en sorte que ce code-là récent qu'on a écrit soit réécrit en fait en JavaScript ECMAScript version 5. Voilà, qui a été fait en 2019. Là, je vais vous montrer en fait les versions. Donc la première version d'ECMAScript c'était en 97, la deuxième en 98, la troisième en 99. Voilà, ça a évolué vite. Après, ça a galéré pendant... voilà, la version 4 a même été abandonnée. Il y a eu la version 5 en 2019 et 6 ans plus tard, on a eu ES6, voilà, tout simplement. Et après, voilà, chaque année, on a des nouveaux trucs. Là, la version française s'arrête au 12, mais en fait, on est à la version 13. Voilà, donc il y a ECMAScript 2022. Voilà, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Et donc, voilà, c'est principalement ça. En gros, on a besoin de passer, pour pouvoir être compatible avec un grand nombre de navigateurs, on a besoin de transformer le JavaScript moderne en du JavaScript un peu plus vieux. Maintenant, je vais aussi parler des polyfills. Donc, c'est aussi ce que fait Babel. Donc Babel, en fait, voilà, il parle de compiler, donc de compilateur, mais il faut comprendre voilà, que le terme transpiler, c'est ça, de passer d'un langage à un autre. Là, c'est ce qu'on fait. Donc un compilateur, c'est vraiment d'un langage à du code machine. Mais bon, après, c'est plus un abus de langage, là, ce qu'ils utilisent. Le terme qu'on va souvent voir dans des articles, c'est transpiler. Et donc, il n'y a pas uniquement la syntaxe qu'il va falloir adapter, il y a aussi des nouvelles fonctionnalités. Donc, comme on le voit ici, il y a des fonctionnalités comme async await, comme le spread opérateur. Alors là, je vais vous montrer le spread opérateur, c'est les 3 petits points. Par exemple, là, c'est pour merger l'arrêt 1 et l'arrêt 2. L'async await, c'est pour pouvoir faire en sorte qu'on ait un comportement synchrone sur les promises. Ces nouvelles features, il faut les adapter, et donc on a ce qu'on appelle des polyfills qui implémentent en fait les nouvelles fonctionnalités, donc ils vont créer du code en ES 2000, en ES5, pour pouvoir rendre justement le code qui utilise ces nouvelles features compatible, pour qu'on puisse retrouver sur ce code ES5 les fonctionnalités. Et donc que sur les navigateurs qui ne reconnaîtraient que ES5, le code puisse bien fonctionner. Dernier point, la configuration de Babel. Faut savoir que si on est sur un monorepo et si on a envie de compiler notre module, il va falloir utiliser comme nom de configuration babel.config.json. Et sinon, si on a simplement une seule partie du projet, donc en React généralement c'est dans le document src, et on a envie après la destination, ça va être le public ou build, enfin bon. Le nom ce sera babelrc.json. Voilà. Sur ce, c'était une courte vidéo pour vous présenter ce qui était un transpiler. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses, que cela vous aura été utile. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. C'était Smartful. À bientôt.